Cette semaine, je suis vraiment heureuse de recevoir l'autrice, journaliste et créatrice de la marque Sisterwood, Elsa Wolinski. Elsa me fait rire parce que sa réaction avant de venir a été de me dire « Attends, mais c'est chaud d'en choisir qu'un seul d'échec. La preuve qu'on peut mener de front 1000 projets, avoir déjà eu 1000 vies et en avoir 1000 autres qui t'attendent et être vraiment quelqu'un de sympa et de super humble. Et franchement, ça c'est un truc dont je me lasserai jamais sur la leçon. C'est vrai. Hello Elsa. Bonjour. C'est vrai, j'ai eu tellement d'échecs. Je savais pas de quoi parler. 2-3 réussites aussi. 2-3 réussites, mais pas mal d'échecs quand même. Comme nous tous, hein, je te rassure. Comment tu vas? Ça va, écoute, ça va. Ça me fait tout drôle d'être là puisque j'ai écouté cet été tous les épisodes de la leçon. Toutes les statistiques de juillet et août, c'est moi. On peut remercier Elsa. Mais non, c'est vrai. Mais j'adore, en fait, j'apprends beaucoup. Moi, ça me rassure quand les gens racontent leurs échecs. Je me sens moins seule. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. En fait, ce qu'on cherche. On se sent amis directement avec les gens que tu reçois. De ouf. J'espère que ça va le faire aujourd'hui aussi, mais c'est marrant, je crois que j'ai pas grand doute sur le sujet. Tu m'as fait confiance aujourd'hui pour parler d'un sujet intime. On va parler de ta maman. Est-ce que tu peux me raconter la relation que tu avais avec ta maman? Alors, en fait, on va parler de ma maman et on va parler de la famille. Enfin, c'est parce que ça regroupe cet échec de la famille. Parce que c'est vrai que j'allais pas te dire les échecs de mecs, j'en ai des tonnes. Les échecs professionnels, j'en ai eu beaucoup. Mais c'est vrai que l'échec le plus douloureux, je dirais, et le plus proche, puisque ma mère est décédée en décembre, le 9 décembre dernier, ça reste ma mère. Et ma mère, quelle relation j'avais avec ma mère? C'est compliqué parce que j'en ai eu plein de différentes en fait. Comment t'as été élevée par elle? C'était quel genre de maman? C'était une maman qui sentait le numéro 5 de Chanel et pas le gâteau. Mais c'était une maman très belle, très très élégante, très cultivée, extrêmement volontaire, pas du tout paresseuse, qui mangeait comme un moineau. À part à la fin de sa vie, parce qu'elle était très gourmande, elle était devenue très gourmande après. Mais voilà, c'était une femme qui était très aimée par son mari. En fait, j'avais cette image avec mes sœurs aussi, je crois qu'on partageait cette image d'une femme qu'on avait mis un peu sous cloche, enfin qui s'était laissée mettre sous cloche par d'abord elle avait, je crois qu'ils avaient, 17 ans de différence d'âge. Et ton papa avait eu un premier mariage? Mon papa avait eu un premier mariage, sa femme était morte et donc il était veuf avec mes deux sœurs et ils se sont rencontrés, elle avait 21 ans, ils se sont rencontrés au Journal du Dimanche et il le raconte d'ailleurs dans un dessin que j'ai chez moi où en fait il a vu arriver cette petite blonde un peu coincée mais avec des mini-jupes quand même torrides, donc pas si coincée que ça, mais coincée mais pas si coincée, on va dire en apparence. Et très cultivée, voilà, très bien élevée. Et il lui a pris la main, il est tombé fou amoureux tout de suite. Waouh. Et en fait, ils ont, je sais pas, plus de 40 ans de mariage. Oui, c'est l'histoire d'une vie. Ah oui. Ouais. Ma mère, c'était, je crois, son premier ou son deuxième amoureux, quoi. Ouais, 21 ans. Ouais. C'est beau parce que t'as pu voir de tes propres yeux le vrai amour. Alors, c'est moins qu'on puisse dire. Il m'a même étouffée. Je devrais dire. Ouais. Je crois qu'il nous a étouffés avec mes sœurs. Ouais, parce que d'abord, j'avais des parents artistes. Tu vois, ma mère, elle était journaliste, mais après, elle est devenue écrivain. Mon père était dessinateur de presse et de livres, en fait. Oui, donc presque fantasque aussi. Ah, mais c'était vraiment des artistes. Donc, d'abord, ils s'aimaient eux. Vraiment, passionnément, amoureusement, enfin. Donc c'était un couple. Et ensuite il y avait nous. Et avant d'être des parents. Ah c'était pas des parents. Ouais, c'était moi ce qui m'a sauvée en fait, parce que j'ai un instinct de survie surdéveloppé et je pense que très très petite en fait, j'ai compris, je sais pas comment, mais j'ai compris que je n'étais pas face à une maman et un papa, j'étais face à un homme et une femme. Un homme et une femme formidables, intéressants, intelligents, drôles, mais
je sais pas, il y avait quelque chose, j'ai compris. Déjà, si, bah alors là, je l'ai déjà raconté, mais déjà, en fait, ma mère, je la confondais avec Sylvie Vartan à la télé. Donc, oui, pour montrer la distance aussi avec ta propre maman. Ouais, j'avais un truc quand je voyais Sylvie Vartan à la télé, je dis oh c'est maman. Voilà, c'était pas maman, donc voilà. Donc effectivement, ils étaient très absents, ils sortaient beaucoup, ils avaient une vie sociale hyper importante et tout ça. Donc donc j'étais beaucoup avec les nounous et avec mes sœurs en fait. Mais ils étaient très présents. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que je suis née dans l'amour, je suis née désirée. Et je suis née dans l'amour, donc j'ai pas du tout à me plaindre. Mais à côté de ça, chaque histoire a forcément ses irrégularités. Ouais. Et puis il faut remettre ça dans un contexte qui n'existe plus aujourd'hui. Donc Amy Kouchner a beaucoup parlé, mais de cette gauche caviar qui n'existe plus. Mais je suis née dans la gauche caviar, dans le 6e arrondissement, de parents. Mon père allait en Jaguar à la fête de l'UMA, il gagnait beaucoup d'argent et c'était quelqu'un qui ne voulait pas cacher son argent. Donc moi je suis née comme ça, d'ailleurs je suis un peu comme ça. Enfin j'ai 3 métiers pour en gagner et élever mes filles, mais j'ai jamais caché ce que j'étais, d'où je venais, ce qui m'empêche pas d'avoir un côté très popu. Mais tant mieux, c'est quand même tellement plus sain, je trouve, d'assumer qui on est pour plus. Je pense que c'est même plus facile ensuite d'apporter aux autres que si on se met plein de barrières soi-même, tu vois. Peut-être, ouais. En tout cas, moi, je suis très cash. Je suis. La Sagittaire. Ouais. Sagittaire ascendant. Ascendant Sagittaire. Donc double Sagittaire. Moi, ce que je me dis, c'est qu'enfant, du coup, t'as dû grandir très vite, être une petite adulte. Tu me trompes ? Ouais, c'est vrai. Parce que si tes parents sont absents comme ça. J'ai des souvenirs merveilleux. En fait, j'ai vraiment un truc qui me sauve bizarrement parce que je sais que je suis née sans socle, étrangement. C'est fou, hein. Ouais, je n'ai pas de socle puisque je me le construis. À 48 ans, c'est vraiment mon nouveau truc, c'est vraiment d'essayer de construire ce socle. C'est ma bataille du moment. Mais malgré tout, je suis née dans l'amour et avec des fous rires. Moi, j'ai des souvenirs de fous rires avec mon père extraordinaires. Ah, le rêve. Mais vraiment. Et j'étais très très proche de mon père en fait. Ma mère était une femme que je regardais avec un œil comme si je regardais une poupée en fait. Elle était magnifique, elle était très apprêtée, elle était très intelligente, elle avait un bureau extraordinaire dans lequel il fallait pas faire de bruit, fallait pas la déranger, il fallait pas mettre de musique. Enfin, il y avait chez moi j'ai beaucoup souffert d'un truc, enfin c'est un petit truc, mais mes parents travaillaient à la maison. Et je déteste travailler chez moi, j'ai besoin d'avoir un bureau parce que il fallait pas faire de bruit, il fallait pas ouvrir les portes. Il y avait un truc de moi chez moi, j'adore que mes enfants, tout leur est ouvert quoi. Il y a des jeux dans tous les sens. Cette nuit, elles ont fini avec moi à 2h du matin parce que j'étais un peu triste. Du coup, elles sont venues dans mon lit, on a eu des fous rires. Voilà, donc moi je n'avais pas cette vie-là. Et puis ta maman, elle était aussi blonde que toi, tu es brune aussi. Ouais, ma mère, elle était très très blonde avec des cheveux très raides. Ouais. C'est vrai. Et elle mangeait comme un moineau. Alors que moi, je suis extrêmement gourmande. Je te le reprocherai pas. Tu sais ce que j'en pense. Comment est-ce que tu t'es construite en tant qu'adolescente ? Est-ce que t'essayais de reproduire ce schéma ou est-ce que tu allais à l'inverse de tout ça ? Non. Alors, en fait, j'ai compris très vite que j'étais très différente de ma mère. D'abord, j'étais ronde. Très vite, j'ai pris de la cortisone parce que j'avais un problème aux oreilles. Donc, adolescente, ça m'a fait gonfler. Donc, très vite, j'ai pris du poids. Ma mère, elle était très mince. Elle faisait du yoga. Elle faisait très attention à elle. Il faut aussi savoir que ma mère, elle n'a pas accouché de moi. Elle a demandé une césarienne parce qu'elle ne voulait pas abîmer son corps. Donc ça, c'est aussi important dans l'histoire parce que moi, par exemple, je suis née maman. C'est-à-dire que je suis née enfant, je voulais déjà être maman. J'adorais les grandes familles alors que ma mère, elle me disait... Tu fais des câlins, t'es très enveloppante. Je suis très, très câline et ma mère, elle disait, mais non, enfin, quelle horreur, les enfants, ça fait du bruit.
Et chez moi, on jouait pas. Ma mère, elle jouait pas. Il y avait pas de jeu. Enfin, si on jouait un peu, on a joué au Monopoly, quoi. Mais il y avait pas de chansons, il y avait pas de comptines. Ils étaient plutôt très très. C'était une famille. Oui, ils élevaient des petits adultes. Ouais, quoi. c'est ça, très cultivés. On lisait. Alors moi, je lisais que des bandes dessinées. Donc déjà, ma mère aimait pas ça parce qu'il fallait que elle voulait que je lise Zola, Rimbaud et tout. Et moi, j'étais à fond dans les bandes dessinées. Mais offrez-la-moi en bande dessinée, merde. Mais non, j'ai compris très jeune que j'étais différente. Je me construisais pas du tout par rapport à eux parce que de toute façon, eux, ils étaient deux. Je me souviens de vacances à Venise où mais j'étouffais, ils arrêtaient pas de s'embrasser et tout. Je me disais mais qu'est-ce que je fous là en fait? Mais c'est pas possible. Ouais, parce que c'est l'angoisse ultime quand t'es enfant, ado, de voir tes parents s'embrasser, ça te dégoûte. Ah moi je me cherchais des familles partout quoi. Parce que je voulais. Alors mes sœurs étaient très grandes et elles étaient parties de la maison très vite. J'avais pas d'animaux, donc en fait. Ouais, je me sentais seule, quoi. Ouais, il y avait le truc d'un côté et alors à côté de ça, j'avais un père qui m'amenait partout. J'étais pas beaucoup avec ma maman, mais j'avais en revanche un père avec qui j'ai passé énormément de temps. Parce que très jeune, lui il faisait le marché, je faisais le marché avec lui en vacances, il m'amenait partout, on achetait on faisait le marché ensemble, on faisait la cuisine ensemble. Il m'amenait dans des festivals, il était un peu invité partout, donc il m'amenait dans les festivals de films, de plein de trucs. On allait à des premières de films, de théâtre et tout ensemble. Génial. Il m'amenait aussi en boîte de nuit. Mais arrête. Donc j'ai été en boîte de nuit très jeune avec mon père. Ouais, et tu te disais quoi? Est-ce que tu jouais sa petite femme ou non, pas du tout. Rien que tu dis ça, ça fait caca quoi. Ça me dégoûte. Complètement. C'est pas du tout ce que je vais dire. Non, mais je comprends. Tu vois ce truc-là? Non, pas parce du que tout. Moi, avec mon papa, il m'amenait beaucoup en sortant et évidemment non plus. C'est horrible que ça soit. Je jouais pas sa petite femme, mais on était comme là à deux. Ouais. Et moi, je jouais l'adulte. Ouais. Alors moi, pas du tout. Mais moi, en fait, c'est vrai que. Bon Dieu, je vais avoir toutes les associations. Non, t'inquiète pas. Mais non, c'est bien. Enfin, tu vois, il faut dire les choses aussi. Où tu joues mais bien sûr. Non, mais moi, on me prenait effectivement pour sa petite copine, et moi, je refusais complètement ce truc-là. J'étais hyper. Non, mais je surveillais à mort parce que il y avait ma mère. Ouais. Donc, il y avait ma mère quelque part, tu vois, à la maison. Et du coup. Non, je supportais pas. Il se faisait beaucoup draguer, puis on allait chez Castel et tout. C'était une autre époque. Et donc je retrouvais toujours des nanas sur ses genoux, ça me rendait dingue. Donc en fait, non, je le prenais très mal. Je le surveillais tout le temps. Mais il y avait un côté. Alors c'était pas lui et moi, mais il y avait un côté où j'étais très jeune parmi des hommes plus âgés. Et donc, j'ai très vite compris, et souvent, je voyais ces hommes avec leurs femmes, puis parfois, je voyais ces hommes avec leurs maîtresses. Donc, j'ai très vite compris. Et puis, moi, j'avais appris à lire sur Paulette, qui est un livre, une bande dessinée de Pichard et de Wolinski. C'est hyper sexuel, Paulette. Très sexuel. Je les piquais, en fait. Je les piquais à ne pas confondre avec une certaine Paulette Grisoni de La Leçon. Elles sont blondes toutes les deux. Mais non, Paulette, je lisais. Donc en fait, moi, dans ma tête, j'étais déjà très sexuée, même si j'étais très sexuée. Moi, Puis t'étais grande avant l'âge aussi parce que t'emmenais en club. Non, mais j'étais en boîte de nuit, je sais pas, à 16 ans, à 15 ans avec mon père, quoi. Et surtout, en fait, j'avais très vite compris, mais ça, je me suis déconstruite plus tard. J'avais très vite en fait, j'ai été élevée dans le paraître et dans la séduction. Ma mère était beaucoup dans la séduction, donc en fait, je pensais que tout passait par la séduction, donc il fallait tout le temps être jolie, fallait tout le temps être un peu un objet quand même, malgré tout, alors que ma mère était pourtant très féministe, très intellectuelle. Elle était très intellectuelle. C'est la première journaliste à avoir écrit dans le journal du dimanche des articles sur le planning familial, donc il y avait quelque chose comme ça elle défendait les droits des femmes, mais en même temps, j'avais malgré tout une espèce de muse à la maison, tout le temps prête à plaire pour l'homme qu'elle aimait, qui était mon père. Donc j'étais comme ça, très élevée dans un genre, la femme doit plaire à l'homme et doit en gros toujours être prête.
je me suis beaucoup déconstruite de cette image, mais vraiment parce que en fait ça me mettait mal à l'aise, mais je le savais pas. Hein. J'ai compris plus tard, mais non. Et puis on essaie de rentrer dans ce schéma-là parce que c'est un âge où on veut faire plaisir aussi. Ouais, j'étais donc très maquillée. On pourrait pas du tout l'imaginer maintenant, mais parce que je me maquille jamais, mais j'étais très maquillée, j'étais hyper sapée. Bon, ça si, tu l'es toujours. Hein. Ah ouais, non, je suis vachement jogging en jean et tout, mais j'étais beaucoup très très féminine parce que j'avais cette image-là. Et je me suis vachement déconstruite de tout ça. Et puis c'est une pression en plus qu'on se met supplémentaire à un âge où on se connaît pas beaucoup. Non, puis j'étais aussi, d'abord ma mère ne mangeait pas beaucoup. Moi, j'avais faim tout le temps. J'étais hyper ronde. J'imagine qu'une psy te parlerait pas mal de ça. Hein. Ah oui, bah oui. Ça, de toute façon, ouais. De l'envie de combler, de se faire du bien, de se nourrir de quelque chose. Et il y avait pas de... Parce que, en fait, c'est une dynamique que je connais très bien parce que mes parents étaient extrêmement complices tous les deux, divorcés, mes meilleurs amis. Et j'étais toujours exclue de tout. Et quand on se voyait à 3, il y avait toujours ce truc-là de non mais Pauline, tu peux pas comprendre. Et donc moi, je me suis toujours sentie spectatrice de quelque chose et la place était pas, il y avait pas de place pour moi dans ce trio-là. Et donc, quand je voyais mon père, quand je dis petite femme, je te jure qu'il y avait un peu de ça. Bien sûr. C'est que inconsciemment, je crois que je rejouais le rôle de ma mère auprès de lui. C'est vrai que c'est infâme de dire ça, mais c'est évidemment pas de l'ordre de la sexualité parce que mon père n'a jamais été dans un rapport comme ça, mais je voulais conquérir son cœur tout autant, je crois. Et montrer que j'étais aussi cool et que je pouvais l'accompagner dans ses aventures parce que ça venait de ce manque-là au départ et de cette vitrine. Toi t'es devant le magasin et puis tu vois les gens à l'intérieur, la vie, et puis toi t'es à l'extérieur. Et ma mère n'a jamais été jalouse de moi. Il y a jamais eu un rapport de jalousie l'une envers l'autre, Dieu merci. Mais je crois que c'est un truc qui peut très facilement arriver bien sûr. Dans plein de familles. Tu l'as ressenti, toi? Alors moi, j'ai été très aimée par mon père. C'est-à-dire, je savais, je le sentais. Je le sentais. J'ai eu beaucoup de chance parce que je pense même que j'ai eu cette chance que mes sœurs n'ont pas eu, puisque mes sœurs, elles ont dû souffrir le martyre parce que elles ont connu une époque où ma mère a débarqué dans leur vie. Ma mère, elle avait 21 ans, elle était hyper jolie. Je pense qu'elle avait pas du tout envie de s'occuper d'enfants. Et ça a pas dû être une belle-mère facile, vraiment. Que mon père était pas du tout psychologue. On n'est pas belle-mère à 21 ans tout court? Écoute, je sais pas. Moi, j'ai un grand cœur, donc je pense que je peux être belle-mère à n'importe quel âge. Mais il y a des femmes qui peuvent... Je pense à la belle-mère de mes enfants. Et je ne sais pas, il y a peut-être des femmes qui ne peuvent pas être belles-mères. Non, ou qui, je sais pas, enfin moi en tout cas j'ai un très grand cœur, donc je comprends pas les belles-mères qui sont un peu bizarres, tu vois. J'adore le film Cendrillon. ouais, non mais je pense que ma mère elle a été hyper dure et ça mes sœurs voilà ont été tristes. Moi j'ai été triste par procuration en fait, parce que je sentais bien que j'ai été la plus heureuse dans cette famille malgré donc tout. Tu culpabilises presque. Tu vois, ouais, tu le culpabilises. Alors, par rapport à la jalousie, il faut savoir un truc, c'est que moi, j'ai une chance, c'est que la jalousie ne fait pas partie de moi. Mais à tel point que quand je la ressens, quand je sens qu'il y a quelque chose de jaloux autour de moi, enfin qu'il y a quelqu'un de jaloux, je coupe court immédiatement. Donc, oui, je l'ai ressenti à plusieurs reprises, par exemple, et à juste titre, que mes sœurs pouvaient souffrir de tout cet amour que mon père m'offrait, de toute cette attention que j'avais et elle n'en avait pas eu. Oui, je pense que ma mère, mais je l'ai compris plus tard, que ma mère a dû je dirais pas jalouse, mais il y avait quelque chose déstabilisé peut-être. Voilà, il y avait un truc où elle sentait que mon père m'aimait beaucoup, mais ça je l'ai compris vraiment très tard, j'ai compris il y a pas longtemps. Mais moi, par exemple, je vais te raconter un truc. Je suis partie à Rome, en Italie, avec ma fille. Je lui ai offert 3 jours à Rome pour son anniversaire, pour ses 16 ans. Et en fait,
en Italie, j'ai vu tout d'un coup que ma fille, elle plaît beaucoup, elle est très belle, et j'ai vu très vite qu'il y a eu un rapport un peu de force. Elle avait un truc avec moi, et tout de suite je lui ai dit, tu sais, Lila, alors je t'explique, il y a pas de bagarre entre toi et moi. Moi, je suis ta maman, et tu es la plus belle. Tu es la plus belle, tu es la plus intelligente. Et alors vraiment, je te mets tout de suite à l'aise. Ouais, il y a pas de, moi, je suis quelqu'un de très saine. Je l'espère, en tout cas avec mes enfants, ça c'est sûr. Dans peut-être mes rapports avec d'autres, je sais pas, je sais pas comment je peux être, mais en tout cas, je coupe court à la jalousie immédiatement. Je ne veux pas que ça me touche, je ne veux même pas que ça passe par moi, ni que ça passe par les autres. Enfin, il y a un truc, c'est pas possible. Et puis ça n'a pas lieu d'être, comme tu dis. Non, ça n'a pas lieu d'être. Moi, je suis entourée. Mes amies, elles sont magnifiques. Plus mes amies, plus toi même, tu vois, plus tu réussis, plus je suis heureuse. J'ai quelqu'un de plus les gens réussissent autour de moi, plus je suis contente. C'est tellement positif et ça rend tellement plus heureux en plus. Après, bon, je suis comme tout le monde. Il y a des fois, tu vois, je regarde les réseaux sociaux, je me dis, oh la connasse, elle a une vie de ouf. Putain, mais comment elle fait, tu vois? C'est tous dit ça. Mais voilà. Mais je comprends totalement. Moi, avec ma maman, il y a une telle confiance entre nous. C'est la confiance absolue. C'est pareil. Ce mot n'a pas lieu d'être. Il n'a jamais eu lieu d'être. Mais je sais que dans certaines familles, c'est pas le cas. Ouais. Et que, étonnamment, il y a un rapport de force qui s'installe entre un père et son fils ou une mère et sa fille. Bien sûr. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y avait un rapport. Moi, j'ai jamais eu de rapport. Enfin, j'ai vraiment, si on remet vraiment le truc, je peux pas dire que j'ai eu des rapports normaux avec mes parents. Enfin, ils étaient un peu fous, mes parents. Ouais. Hein. Ouais. Donc, en fait, c'était pas vraiment des parents au sens parent du terme, quoi. Non, pas du tout, tu vois. C'était pas super français, ma phrase, mais tu m'as comprise. J'étais bien comprise, non. Ça va alors. Non, mais tu vois, par exemple, sur les réseaux, souvent on est étonné. Je peux te raconter un truc que j'ai jamais dit à personne, qui sera dans mon livre d'ailleurs, qui va sortir en mars chez Flammarion, mais souvent sur les réseaux, je t'en parle parce que j'y ai pensé, puisque on m'a encore fait la remarque ce matin. Okay. En MP, parce que souvent on me dit, mais pourquoi vous appelez votre mère Maryse et pas maman? Et là, tu vois, ce matin, j'ai répondu à des questions et j'ai dit maman. Et en fait, je ne l'ai pas dit sur les réseaux parce que c'est rentré dans un truc très intime, mais j'ai arrêté de dire maman. Enfin, tu veux que je te raconte ou pas? Ouais, carrément. J'ai arrêté de dire maman le jour des attentats du 7 janvier en 2015. Comment ça se fait? Parce que quand j'ai appris pour l'attentat, tu vois, j'étais à mon journal, j'étais en train d'écrire et tout, et donc je suis allée rejoindre ma mère qui était chez elle, et en fait, quand je suis arrivée, il y a eu plusieurs trucs qui ont fait, mais si je te fait le résumé, quand je suis arrivée, elle m'a tout de suite dit on ne pleure pas. Et en fait, elle m'a interdit de pleurer. Et j'ai compris que j'ai vraiment compris tout de suite d'instinct qu'elle allait garder cette tristesse, tu vois, que ce qui venait de se passer, elle allait le prendre pour elle, qu'elle n'allait pas le partager et que j'allais être très seule dans ma tristesse. Wow, okay. Et du coup, et en fait, ce même jour, je suis restée avec elle, donc le père de mes enfants, à ce moment-là, j'étais encore avec lui et s'est occupé de mes filles. Et en fait, je lui ai dit, écoute, je vais dormir avec toi, je vais m'occuper de toi. Et elle m'a dit, ah non, pas du tout, moi j'ai envie d'être seule, je déteste ça. Et déjà, elle était pas du tout chaleureuse, ma mère. Moi, je suis extrêmement chaleureuse. Elle détestait qu'on la touche et tout. Et elle m'a dit, écoute, va dormir dans la chambre de ton père. Et en fait, ce jour-là, j'ai compris que pour supporter ma mère, c'est-à-dire pour supporter ce qui se passait et faire preuve d'amour, il fallait que je passe un cap. Et donc, pour passer ce cap, en fait, maman est devenue Maryse. C'est-à-dire, j'ai fait une c'est fou. Ouais, j'ai mis une distance entre Maryse et maman. Pour pas être en colère aussi. Pour pas être en colère contre elle.
Et donc, je l'ai mis à distance de moi, en me disant, si c'est une Maryse, en fait, si c'est plus ma mère, je peux le comprendre. Voilà, parce qu'une mère ne ferait pas ça. Moi, j'attends ça de ma mère, elle me l'a pas apporté. Moi, j'attends qu'une mère me prenne dans les bras et vive ce moment-là ensemble. Et en fait, non. Et puis après, elle est tombée malade. Ouais. Elle a eu un cancer. Et du coup, je me suis occupée d'elle. Mais pareil, en fait, elle était très, très demandeuse. Mais comme elle m'avait pas donné ce que moi j'attendais, c'est de là d'où vient l'échec, en fait. Mais ouais. Tu vois, comme elle m'avait pas donné ce que moi je voulais, et jusqu'au bout, je l'ai pas obtenu. Ça, c'est dur. Elle est restée Maryse. Depuis pas longtemps, elle, tu vois, quand je le dis, j'ai envie de pleurer, mais depuis pas longtemps, elle apparaît maman. Donc ça veut dire que je me suis calmée un peu, tu vois, je me suis, je suis plus moins dans la colère. En fait, pour l'aimer, je crois qu'il faut cette distance-là. Alors pour l'aimer, il a fallu cette distance. Aujourd'hui, cette distance est en train de partir et Maryse, en écrivant mon livre, Maryse est redevenue maman. C'est fou. Ouais. Et comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que c'est une question d'énergie? De quoi? Je vais te dire un truc un peu étonnant, mais moi, quand mon père est mort, j'ai ressenti très fortement qu'il était là près de moi. Et puis un jour, au bout de 3 mois, j'ai pleuré parce que j'ai senti qu'il était plus là. Et je l'ai dit quelques jours après à ma mère et elle m'a dit ce jour-là, j'ai ressenti exactement la même chose. Et pour moi, je suis rentrée à ce moment-là dans une phase de colère aussi. J'avais besoin d'être en colère envers mon père et c'est pour ça que je te parle d'énergie parce que j'ai l'impression parfois qu'il y a des sortes de vases communicants, tu vois. Ouais. Alors, ce qui est étrange, c'est que moi, quand je sens ma mère, c'est forcément, je me sens coupable. C'est déjà. Oh bah super. Non, mais de toute façon, alors vraiment. T'es coupable de quoi? J'ai ma mère. Enfin, c'est très étrange parce que, alors hier, j'ai vu un spectacle de Angelin Brejlocage. Ok. Un spectacle de danse et mes parents adoraient Angelin. Mes amis qui m'ont amené là-bas ne le savaient pas, savaient pas du tout, parce qu'elles m'ont offert plein de billets de théâtre. Et en fait, elles savaient pas du tout que mes parents étaient proches d'Angelin Brejlocage. Et moi, de leur vivant, j'ai jamais vu une pièce d'Angelin Brejlocage, en fait. Et donc, là, hier, j'ai vu ça. Et pendant la pièce, j'ai senti mon père et j'ai souri. Parce que j'ai senti que mon père voyait la pièce à travers moi. Et après, j'ai appelé ma mère, en fait. Et je lui ai dit, maman, est-ce que t'es là? Et j'ai senti qu'elle était là aussi. Incroyable. Et du coup, j'étais heureuse. J'ai eu une émotion, mais énorme. Je me suis mise à pleurer comme ça, en pleine pièce. Mais pour vraiment être hyper honnête avec toi ce matin, avec toi aujourd'hui, en vrai, dès que je pense à ma mère, il y a quand même toujours ce truc de jugement où j'ai l'impression qu'elle est... Par exemple, dès que je pense à elle, je me dis « Ah oui, c'est vrai, je suis pas allée sur ta tombe, j'ai pas mis des fleurs, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. » Mon père, pas du tout. Mon père, je peux penser à lui et le sentir présent et je me ressens pas de jugement. Mais ma mère, j'ai pas du tout, toujours ce truc de je suis pas comme il faut, quoi. Ouais. La mort n'a pas enlevé. Même dans la mort, je n'ai pas ce truc. Enfin, j'ai l'impression de pas être à l'auteur, quoi. Et cet échec-là, c'est aussi parce que vous n'avez pas eu l'occasion de vous dire les choses, ce je t'aime, ce que tu ressentais avec ton père et que tu savais. Ouais. Alors l'échec, il est d'une scène vraiment il y a 2 scènes qui ressortent de cet échec et vraiment et je me suis dit, oh, c'est pas vrai, quoi, jusqu'au bout. En fait, c'est mon psy qui m'en a parlé, mais je l'avais pas vu comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai accompagné ma mère jusqu'à sa mort, en fait. Et vraiment, je l'ai fait en râlant, beaucoup. Je l'ai pas fait. Je me lance pas des fleurs, parce que j'étais très présente. Et on te juge pas pour autant, tu vois. Non, mais j'ai été très présente. J'étais là jusqu'au bout. Je lui ai tout donné. Mais alors vraiment, je l'ai fait
Oui, parce qu'il faut le faire. Non, enfin, c'est pas ça. Je l'ai pas fait parce que c'est ma mère. Hein. Je l'ai fait parce que c'était une femme qui était seule. Pareil, c'était Maryse qui était seule et qui souffrait et qui était une femme, en revanche, qui m'a montré à quel point elle était forte, à quel point elle était volontaire, à quel point elle était, elle avait un courage extraordinaire parce qu'elle a quand même eu ce cancer après l'attentat. Je pense que c'est la colère de l'attentat. Elle disait que c'était les frères Kouachi et que c'était la Kalachnikov en fait qu'elle avait tué. Tu vois, donc j'ai quand même vécu 6 ans avec elle, avec une femme en colère qui souffrait d'un cancer. Donc je me rends compte aujourd'hui à quel point j'ai vécu de l'attentat au décès de ma mère en décembre dernier dans une noirceur totale en fait. Puis en plus toi en même temps en parallèle tu dois faire ton deuil quoi. Ah moi j'ai pas fait de deuil hein. Ben, on s'arrête tout de suite j'ai pas fait de deuil. J'ai pas fait le deuil de mon père ouais. Parce que d'abord il est mort devant le monde entier et puis après j'ai dû consoler la terre entière plus que moi-même. Et ensuite, j'ai dû être auprès de ma mère. Et puis, le combat 6 mois après, maman, elle a eu le cancer. Ouais. Donc, en fait, j'ai pas arrêté. Ouais. Mais ce qui s'est passé, en fait, l'échec vraiment cuisant, pour moi, hein, de ma mère, c'est que moi, je m'attendais à une happy end, mais vraiment un truc comme dans les films, du genre, elle est là sur son lit de mort et elle va me dire, je t'aime, ma fille, tu es merveilleuse. Tes péchés sont absous. Mais oui, je m'attendais à un truc complètement, alors pas du tout. On n'a pas du tout eu ça. D'abord, elle est morte en disant Jésus, d'après le diacre. Donc je me suis dit, putain, elle aurait quand même pu dire Georges ou Elsa ou mes filles ou je sais pas quoi, parce qu'on a été tellement là, parce que bon, j'ai été très seule pendant des années, puis à la fin, mes sœurs sont venues m'aider. Je les ai appelées au secours. Je leur ai dit, vous pouvez pas me laisser comme ça. Je pense que c'était 1 mois ou 2 mois avant qu'elle meure. Je leur ai dit, je vous en supplie, aidez-moi. J'y arriverai plus. Je suis en dépression. Et j'ai été sous antidépresseurs, je prenais du Xanax, j'ai pris 15 kilos que j'ai toujours pas perdu, enfin j'ai perdu et que j'ai repris. Mais donc c'était vraiment moi dès que je sortais de l'hôpital, je cherchais une boulangerie quoi, j'étais la meilleure mais vraiment la meilleure ambassadrice pour le sucre, tu vois, le sucre dégueu. Le lobby c'est le lobby me remercie. Et en fait c'était, et vraiment c'est vrai que d'abord il y a eu plusieurs trucs. Il y a eu un jour où ma mère a dit à une infirmière, l'infirmière lui dit, oh là là, il y a votre fille, elle est là et tout, et elle dit à l'infirmière, non mais elle ressemble tellement à son père. Et alors, d'une manière très dure, et l'infirmière lui dit, non mais, enfin oui, mais c'est tant mieux. Tant mieux. Et elle est là. C'était l'amour de votre vie d'ailleurs. Elle s'occupe de vous. Et en fait, ma mère, elle a été très dure. Elle a été même si elle disait, alors je sais qu'elle disait qu'elle m'aimait, je sais qu'elle m'attendait en permanence, je sais que elle vivait pas sans moi. D'ailleurs, c'était très dur, hein. Et ça veut dire beaucoup. Non, mais en fait, il s'est passé un truc, c'est qu'elle a fait une fusion, et elle l'a dit, hein. Elle me l'a expliqué très bien, mais en fait, elle a fait une fusion avec moi. J'étais devenue son Georges, en fait. Et puis tu le ressembles physiquement. Et je ressemble beaucoup à mon père. Je ressemble à mon père aussi dans la mentalité, dans ma manière d'être très libre, de pas supporter les ordres, de pas supporter quoi que ce soit. En fait, c'est difficile de me demander un truc. Enfin, tu vois, j'ai une forte personnalité. Il y a une raison pour laquelle vous entendiez si bien. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et donc ma mère, c'était, je veux dire, le jour où elle m'a dit, tu es devenu mon Georges, je me suis dit, mon Dieu, je vais avoir 40 années de psy devant moi, quoi. Il faut que j'aille m'épiler la moustache, là. Ouais. Parce que... non, mais c'était dur. Elle m'a sorti des trucs compliqués, quoi. Ouais. Donc, et puis en c'est fait, trop pesant sur tes épaules. Ah non, mais moi, j'avais, genre tout combiné pendant ces 6 ans. Ah ouais, ma pauvre. Et j'ai été très malheureuse. J'ai vraiment, et du coup, j'ai encore du mal, tu vois. C'est-à-dire, j'ai encore du mal à sortir de toute cette histoire, de sortir du deuil de mon père, du deuil de ma mère, de moi qui était devenu un Georges, et j'avais pas le droit de pleurer. T'avais pas le droit de pleurer? Non, mais j'ai d'ailleurs jusqu'au bout, hein. Même ma mère, on n'a pas pleuré il fallait pas pleurer, donc il fallait toujours être
On peut non seulement entendre le fait que t'aies besoin d'aller acheter une petite pâtisserie après, du coup, ouais. Franchement. Ouais. Et puis que t'ailles rechercher de l'amour chez quelqu'un, même si c'est pas la bonne personne et même si elle t'apporte pas, mais évidemment qu'on a envie d'aller rechercher de l'amour et de la tendresse. Ouais, alors, de toute façon, j'ai besoin, de toute façon, ça c'est clair. Je veux dire, j'ai été élevée par des parents aimants, mais par une mère qui n'était pas du tout câline, qui détestait qu'on la touche à part son mari. Et moi, je suis extrêmement tendre. Donc j'ai un gouffre, un manque de tendresse. Et ce gouffre-là, pendant des années, jusqu'à ce jeûne que j'ai fait cet été, je sentais qu'il fallait que je le comble par énormément de sucre. Il fallait que je comble de la douceur et de la douceur. Et moi, ma seule douceur que je trouvais finalement, c'était le sucre, tu vois. Même si j'ai des filles extraordinaires qui m'ont beaucoup aidée, qui ont été là et d'ailleurs qui ont très bien compris. Par exemple, mes filles, elles m'ont dit un truc un jour quand on allait chez ma mère. Elles m'ont dit, mais c'est marrant, elles l'appelaient Mimi. Et elles m'ont dit, c'est marrant, Mimi, elle arrête pas de nous dire qu'on est belle parce qu'on est mince. Oh là là. Et elle a pas arrêté de dire, oh là là, les filles, vous êtes belles. Oh, vous êtes minces. Oh, vous êtes tellement belles, mais vous êtes si minces. Et elles m'ont posé cette question en sortant, et j'ai vraiment des enfants extraordinaires. Elles m'ont dit, mais tu crois que, enfin, même si on était ronde, on serait jolie, maman, tu sais. Et je dis, mais bien sûr, et je sais, là, j'ai envie de pleurer en disant ça. Tout réussi quand t'es mais en fait, fait, je sais qu'elle me disait ça parce que, moi, je savais que j'allais pleurer, mais parce que moi, j'étais ronde, en fait. Tu vois, et que moi j'arrêtais pas de manger, puis qu'elle te voit belle, que t'es la plus belle pour elle. Et qu'elle savait que je mangeais parce que je souffrais et que donc elle me disait ça. Et après, en fait, elles ont été extraordinaires parce que elles ont repéré que malgré tout, quand je mangeais, j'étais de mauvaise humeur parce que effectivement j'avais des pics de glycémie et tout et que ça changeait mon humeur. Et en fait, mes filles, elles m'ont demandé d'arrêter de manger, mais pas parce que j'étais ronde, mais parce que j'étais de mauvaise humeur et je devenais grognon, tu vois. Et je devenais un dragon, on appelait ça le dragon. Bah surtout que tu avais dû associer ces moments de tristesse avec le sucre, je pense inconsciemment. Ah ben j'ai pris l'habitude, c'est très dur en plus maintenant j'ai 48 ans, je vais avoir 49 ans en décembre. C'est très dur de changer des habitudes. J'ai tellement pris l'habitude de manger quand ça va pas et j'ai pris cette attitude, enfin c'est une habitude que j'ai depuis l'adolescence en fait. Donc c'est compliqué à changer, mais là depuis cet été ça a changé. Je te dis pas que j'ai arrêté de manger parce que j'ai repris tous les kilos que j'avais perdus cet été et tout, mais je m'en fous en fait. J'ai ce jugement sur moi, c'est plus apaisé, esthétique, il est complètement apaisé depuis que ma mère a disparu. Ouais, bah oui. Donc je me sens plus moche parce que je suis grosse et je me dis pas qu'il faut que je plaire à un homme pour être mince, tu vois. Enfin, il y a tout un truc qui a disparu. Ouais, il y a le poids corporel et puis il y a aussi le poids sur tes épaules. Le poids sur alors, il a pas vraiment disparu puisque je me culpabilise de pas aller sur la tombe, mais de pas faire une jolie tombe. Il faut que tu t'accordes aussi du temps, quoi. Tu vois, ce serait génial qu'un deuil ce soit à l'espace d'un an. Hop là, allez. C'est vrai que je veux aller vite. C'est vrai que moi je suis très et puis je suis dure avec moi-même, tu vois, parce qu'on croit pas, parce que je suis très bordélique, on me voit sur les réseaux, je suis bordélique, je fais 1000 trucs, mais en fait je suis une très bonne maman, je veux être très rangée, enfin très rangée. Si mon associée entendait ça, elle me dirait mais elle est folle, non mais je suis pas rangée pour mon associé qui est très fric et très geek de total et mais tout. Tu dois avoir un grand perfectionnisme et une envie de bien faire. Et puis je suis très très travailleuse et tout, très respectueuse des autres, mais c'est vrai que je sais plus pourquoi je te disais ça en fait. Non, moi non plus, je suis partie loin parce que je suis en train de me reconnaître totalement, moi qui suis ultra bordélique, ça c'est vraiment le plus génial. Tu vois, l'appartement là il est rangé dans 2 heures, c'est le bordel. Par quel miracle, je ne sais pas, il y aura des trucs partout. Ouais, mais moi aussi je suis comme ça. Je comprends ça. Tout à fait. Non, mais d'ailleurs quand on parle de ça, tu vois, par exemple l'appartement de ma mère, il y avait un truc qui me traumatisait, c'était que en fait, dès que j'arrivais chez elle, j'étais pas partie qu'elle rangeait déjà tout. En fait, tout devait être remis à sa place, alors que moi,
Par exemple, quand j'ai quitté la maison, ma chambre est devenue celle de mon père. Et en fait, ça m'a beaucoup traumatisée parce que je me suis dit, je suis partie pour un homme, un homme qui s'appelait André, qui était tagueur, Monsieur A. Mais trop drôle. Ouais. Et je suis partie pour lui. J'étais très amoureuse de lui. Donc on a vécu ensemble. C'était le premier garçon avec qui je vivais. Et en fait, je me suis dit, mais si ça marche pas avec lui, si je veux revenir, j'ai plus de place chez moi. Et en fait, c'est une question de place aussi, de prendre sa j'avais place. Plus de place. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est très important que mes enfants, tu vois, j'ai un truc avec mes filles, que mes filles, elles, d'ailleurs, c'est ma grande peur parce que moi, je loue mon appart. J'ai pas d'appartement à moi, j'ai pas de quoi m'acheter un appartement. Et moi, c'est mon grand truc de me dire, il faut absolument que je m'achète quelque chose pour que mes filles aient un lieu où elles sachent que elles peuvent venir chez moi avec leurs enfants ou seules, ou c'est chez elles aussi. Enfin, moi, j'ai un truc très comme ça avec mes enfants. C'est très important. Ma mère est comme ça aussi, et c'est même si elle louait sa maison, je crois que vraiment la place, elle est dans ton cœur et dans ta tête. Et elles le ressentent, ça, on s'en fout, en fait, honnêtement, que tu loues ou pas. C'est le fait de ressentir que toi, il y a toujours ce cocon dans lequel elles peuvent revenir. C'est le seul. Et d'ailleurs, elles en profitent, parce que même quand elles sont, parce que je les ai une semaine sur 2, enfin, ça dépend, mais là, je les avais beaucoup, et puis là, maintenant, elles sont retournées chez leur papa. Et en fait, même quand c'est la semaine de leur père, elles viennent chez moi. Elles savent, elles peuvent venir quand elles veulent. Alors, je vous explique tout de suite que pour avoir une vie intime, c'est foutu. C'est totalement foutu. Parce qu'elles sont tout le temps là et elles débarquent n'importe quoi. En fait, elles sentent bien, quoi. Ouais, elles sentent qu'il y a la place. Bon, je pense que si un jour, de toute façon, il y a personne pour l'instant, et pour l'instant, je veux personne, donc. Non, mais par contre, ce que je trouve beau, je comprends tout à fait ton échec et je le trouve plus que légitime. Mais par contre, il y a une vraie leçon derrière, c'est que tu prends le contre-pied et t'apportes tellement d'amour et tu combles tellement ça dans avec mes enfants, famille que dans tu ma t'es famille, créée. Que je me suis créée. Écoute, j'ai pas comblé parce que en vrai, j'aurais vraiment pas le bon mot d'ailleurs. Non mais en vrai. J'aurais vraiment mon rêve. C'est aussi pour ça que je te disais au départ que c'est pas que l'échec avec une maman, c'est un échec de famille. C'est que moi, j'ai toujours rêvé d'une grande famille, de dimanche avec du bordel, de grand Noël, de bordel le soir, et puis en fait, je me retrouve seule avec mes chats, quoi, quand même, tu vois. Donc c'est un échec personnel, un échec cuisant personnel, ça c'est sûr. Le père de mes enfants, il a refait sa vie, tu vois, donc c'est vraiment un truc classique. Les mecs refont tout de suite leur vie, c'est l'arnaque, ça c'est franchement vraiment le truc. Et moi, j'ai pas refait ma vie. 2, j'ai pas retrouvé l'amour. Et ensuite, j'ai perdu mes parents. Et sur mes parents, ma mère, j'aurais aimé que j'attendais vraiment ce je t'aime. Et j'ai eu mais maman, tu m'aimes? Mais oui, bien sûr. Enfin. Et j'ai eu ça, elle était mourante. Et c'était pas un je t'aime que je voulais, tu vois. Non. Donc c'est vrai que, j'ai été, et en fait je l'ai pas compris tout de suite. C'est vraiment mon psy et ma grande sœur Natacha qui me l'a expliqué, qui m'a dit mais tu sais Elsa, c'est dur pour toi parce que et pour nous parce qu'on n'a pas eu cette reconnaissance. Donc c'est vrai que j'ai cette reconnaissance de la maman qui te dit merci parce que j'ai quand même été là pendant 6 ans en plein confinement. Elle était malade, elle voulait une tarte au citron, ensuite elle voulait non je t'en prie. C'est que ce podcast est vivant justement. Mais tu vois, elle voulait une meringue, elle voulait des trucs. Je faisais des allers-retours. Tchoum. Attends, t'inquiète pas. Moi, je me dis toujours quand une. Je suis en train de prendre froid. C'est pas tu très sais charmant, que quand une femme éternue, je me dis que mon père est là. Ah bah alors punaise. Mais tu sais pourquoi? Parce que mon père, il trouvait que les femmes qui éternuaient, c'était trop ravissant. Ah bon? Ouais. Mais c'est vrai que c'était un coquin. Alors, non, si, t'es trop mignonne. Donc je me dis, tiens, papa, t'es là parce qu'en fait, je pense qu'il te drague un peu. C'est lui, mon rhume des foins. Il abuse un peu. Merde, il y a Wolinski dans Paulette. Mais tu vois, à mon avis, c'est ça. Bonjour, monsieur. Je vous rencontrer. Ça va, papa? Est-ce que je prends une tasse de plus? Plutôt thé ou café? Ouais. Plutôt thé. Ok.
Mais tu sais, je pense que c'est parce qu'on parle de ma mère. Alors, tu sais qu'il y a un truc que je fais, on va pas pouvoir le voir parce que c'est un podcast, mais en fait, quand je parle de ma mère et que je dis des trucs un peu pas méchants, parce qu'il y a rien de méchant, il y a beaucoup d'amour dans ce que je dis. Bien sûr. Mais bon, alors parfois, je mets comme ça parce que j'ai peur qu'ils soient là et qu'ils entendent, donc je mets mes mains au-dessus de ma tête. Ouais, moi aussi. Et j'enlève le truc là pour pas qu'ils m'écoutent. Ah, tu fais comme ça, toi? Ouais, j'enlève. Je dis, c'est marrant, moi je mets la main dans le dos en protection. Ouais, je te jure. C'est au-dessus de ma tête. J'ai beaucoup culpabilisé aussi parce que, alors moi, je vois une psy aussi, et puis moi j'avais ce truc-là. Moi, ma mère a toujours été extraordinaire, et moi c'était mon papa qui m'a fait la vie plus dure. Et je l'excusais, je l'ai toujours excusé. C'est pas de sa faute, il fait avec ce qu'il a, il me donne ce qu'il peut. Et ma psy m'a fait réaliser un jour que, à force de l'excuser, c'est comme si j'acceptais le fait que je méritais pas plus. Tu vois, mais c'est normal qu'il soit comme ça parce que dans le fond, je ne mérite pas plus, quoi. Et à peu près 1 an après son décès, j'ai commencé à entrer dans une phase de colère où j'étais là, en fait, c'est abusé, et je reprenais mes pleins pouvoirs. Mais maintenant, quand je parle mal de mon père, je culpabilise énormément, et moi aussi, je dis dans ma tête, mais tu sais, je t'aime quand même, hein, tu vois. Non, il y a ce truc, mais en même temps, moi, je me dis, cette culpabilité, enfin, moi, je veux qu'elle disparaisse parce que elle n'a pas à être. Oh oui, surtout pour toi, là, ça va, là, c'est bon, quoi. Ouais, j'ai pas envie de me sentir coupable, mais je me sens encore coupable. C'est comme ça. Mais bon, je travaille dessus, quoi. Et il y a un moment où tu vas dire, tiens, c'est fou, ça fait 3 mois que je me suis pas dit que. Ouais. Et ça, tu vas pas t'en rendre compte. Alors déjà, il y a un truc, je vais te dire, il y a un truc qui est extraordinaire, qui change un peu, c'est que pendant longtemps, mais pendant tellement d'années, je sentais que le sol s'effondrait sous mes pieds. Vraiment, pour te dire que à quel moment? À plein de moments, quand je te dis que j'avais pas de socle. Ouais. J'avais pas de socle. Ouais, c'est fou, ça. Tu vois, vraiment. Mais de l'adolescence à plein de moments, je me disais, mais je me souviens, là, enfin, ma mère était encore malade, et je faisais le marché, et j'ai appelé mon amie Tatanade. Je lui ai dit, Tatanade, je vais tomber. Putain, Ça y est, le sol s'est ouvert. Et elle m'a dit, mais non, Elsa, le sol ne s'est pas ouvert, regarde-le. Donc j'ai regardé, je dis, ah oui, non, c'est du béton. Tout va bien. Elle m'a dit, donc voilà, donc tu ne tombes pas. C'est du placo. C'est tout va bien, un mec, ah merde, ah bah merde. Bon bah Tara confirme. Ouais, Tara. Non, c'est bon, c'est moi, Tara. Non, ça va, Tara. C'était moi. T'inquiète. Et mais je te jure, et là j'ai plus ça maintenant. Mais oui, ma Tara. Là, viens là. Et comment tu l'expliques qu'aujourd'hui le sol soit à nouveau solide? Comment je l'explique, quoi? Que le sol... Bienvenue dans le podcast de Tara. Le toutou qui... Non, comment j'explique que le sol soit encore solide? En fait, je pense que le fait que ma mère soit décédée, ça m'a fait du bien. Écoute, c'est complètement dingue, mais comme le fait que mon père décède, enfin, je peux pas dire que ça m'a fait du bien, évidemment. Mais malgré tout, là, c'est pas un échec, c'est-à-dire cette mort violente, elle m'a fait grandir d'un coup, et elle m'a beaucoup apporté. Ouais. Je suis née, c'est très étrange, mais la Elsa d'aujourd'hui, qui s'est déconstruite et qui s'est reconstruite sans ses parents, elle est née après cet attentat. Donc je dois dire que déjà j'ai commencé à comprendre qui j'étais après cet attentat. Et donc je me dis que je suis née il y a 6 ans en fait. Aussi, hein. Et cette force que j'ai eue, et là je pense que le fait que ma mère décède et que je sois plus obligée de m'occuper de qui que ce soit, et que je m'occupe de moi, de ma vie à moi et de mes enfants à moi, même si j'en ai pas l'habitude encore, tu vois. Donc je fais beaucoup passer les autres avant, mais je pense que ça me fait du bien quand même. Et puis je me dis, t'avais des parents fantastiques, intellectuels, socialites, etc. Mais ça devait être vachement écrasant aussi de se construire et d'avoir une personnalité, tu vois. Et là maintenant, bah t'as tout cet espace devant toi aussi. C'est vrai, ouais. J'ai cet espace. Et j'ai aussi cet héritage dont je n'ai pas voulu,
pendant des années et que je suis en train maintenant de digérer en fait. À tel point que j'ai même décidé d'emmener ma fille, parce que donc pour à chaque fois dans l'histoire de transmission, maintenant à ses anniversaires, je l'emmène faire un voyage de 3-4 jours. On décide, on part comme ça. Trop stylé. Et en fait, j'ai décidé de l'emmener, avec son accord bien sûr, en Tunisie, sur les traces de mon grand-père, de son grand-père et de mon père. Et parce qu'elle est, ma fille Lila, elle a un truc avec la religion juive. Moi, je suis pas du tout religieuse et je crois en rien en fait. Mais elle, oui. Et donc je prends sa religion très à cœur. En fait, je prends j'ai envie de l'accompagner et là-dedans. Et du coup, nous allons partir à Tunis sur les traces de mon père, de l'enfance de mon père. Donc je suis en train de digérer et je me dis, tu vois, voilà, cet échec familial qui est vraiment un échec parce que par exemple, je suis pas du tout, mes sœurs, elles souffrent aussi du fait que je sois pas très proche d'elles, je les appelle pas, je me démerde toute seule, quand je suis triste, je reste seule et tout, mais parce que j'ai pas appris. Mes parents, ils nous ont pas, ils n'aimaient pas la famille, mes parents, ils aimaient être seuls, on passait des Noëls, moi je me faisais chier à Noël de ouf. Je connais les Noëls tristes. Non, mais le jour de l'an, je regardais le Crazy Horse à la télévision toute seule. Oui, c'est approprié, ça, c'est bien. Tu vois? Non, mais voilà. Ouais, donc, en fait, voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis en train de me réapproprier ce que c'est une famille, ce que je fais des efforts pour appeler les gens, pour être proche de mes sœurs. Tu crées des souvenirs. Je crée des souvenirs avec mes filles. Je me suis pas mal éloignée aussi de mes amis et du coup mes amis qui étaient devenus en fait ma famille. Bien sûr. Ma famille que je n'avais pas. Bah oui. Et du coup, voilà, je suis en train de recréer cette famille que je n'ai pas eue. Bah écoute, je souhaite plein de belles choses à cette famille que t'as pas eue. Non, c'est horrible. Mais non, c'est pas horrible. Non, mais tu sais, je suis quelqu'un de très solaire horrible, quand même. Ce lapsus de l'horreur là. Non, je vais recommencer cette phrase. Attends. Elle est très belle, cette famille que t'as, et d'ailleurs cette famille aussi que tu te constitues sur les réseaux, ça sent, hein, qu'il y a quelque chose de très soudé. Ouais, j'ai beaucoup de gens. Sisterhood, enfin je veux dire, je fais de la psychologie de comptoir, mais il y a un truc gang. Non, mais il y a cette marque Sisterhood, c'est une sororité, et d'ailleurs c'est aussi un pied de nez contre mes parents parce que mes parents dans ma famille, si on n'était pas écrivain ou si on n'avait pas fait son premier film à 18 ans, on était nuls en fait. Nos parents se seraient adorés. Hein. Ouais. Et moi, tu vois, non, j'étais nulle à l'école. En plus, j'étais lente. Donc c'était bon. J'ai eu mon bac et tout. J'ai fait des études, mais c'était. Et moi, je voulais être styliste déjà jeune, mais eux, ils trouvaient ça nul. Métier, tu vois. Et du coup, le fait d'avoir créé une société, d'être entrepreneuse, mes parents ils y comprenaient rien du tout. Ma mère elle trouvait ça un peu naze, tu vois, c'était de faire des vêtements, c'était pas un télo quoi. Et donc c'est vrai que c'est un pied de nez aussi à mes parents en leur disant regardez moi ce que j'ai réussi, et tout en restant moi et tout en étant dans la solidarité et l'engagement. Et pour moi la solidarité et l'engagement ça vient beaucoup de la fête de l'humain. Donc ça vient aussi de mon père, de l'écoute, de ces gens que je rencontrais qui étaient extraordinaires, d'un côté beaucoup plus populaire, mais de ces gens que j'aime, que voilà, tu vois, moi je connais ma pharmacienne, elle s'appelle Joy, ma boulangère, elle s'appelle Océane. Mais le monsieur qui me vend mes légumes, il s'appelle Kiki. Voilà, j'ai un truc très proche des gens en permanence. Et ça, c'est un pied de nez contre mes parents. De dingue. Et puis tu te recrées quelque chose qui est très joli et t'as un vrai cocon quoi. Et puis voilà. Et puis mes parents, et malgré tout, je peux dire que Maryse, je l'ai aimée, tu vois. Je peux pas dire je l'aime. T'as vu? Je peux pas le dire. Ça prend du temps. Je pourrais pas le dire là encore. Mais je l'ai aimée et j'ai aimé l'aider à mourir. Mais ça c'est un vrai sujet, un vrai sujet aussi. Hein. Ouais, voilà. Et je suis fière de moi de l'avoir fait. Ouais, tu peux. Tu peux vraiment. Merci beaucoup je t'en prie. Pour ton histoire qui est tellement universelle, très particulière, et à la fois je crois que
tous on peut tirer des choses très universelles de ça. Et puis malheureusement, le deuil, c'est un truc qu'on connaît tous. Et puis qu'on va tous connaître. Qu'on va tous connaître, c'est extrêmement universel. Et pourtant, on en parle peu parce que c'est dur, parce que on sait pas comment l'aborder, parce que on n'a pas forcément envie d'ouvrir la boîte non plus. Hein, bien sûr, parce que c'est trop douloureux. Donc franchement, merci pour ta générosité qui va très bien avec le reste de cet épisode. Et puis on peut remercier notre invité spécial, Tara Tata. Ouais, moi j'adore Tara. Mon petit Tarama. Ouais. Je te remercie. Tu sors ton livre? Je sors mon livre en mars. J'ai très peur. Très peur. Ça a été un accouchement aussi. Hein. Le livre, ça a été, d'ailleurs, je suis en dépression. On m'a remis sous antidépresseur depuis que j'ai arrêté. Ça a dû rouvrir des choses. Ouais, quoi, hein. Je crois que ce livre, en fait, c'est un peu tout ce que je t'ai raconté là. Hein. D'ailleurs, je pense que mon éditeur, il va pas du tout être content quand il va entendre l'émission. Mais ce livre. Mais en même temps, il y a beaucoup d'amour. Je me suis amusée à l'écrire quand même. Je rigole de moi aussi, tu vois. Ouais, la vie imparfaite, quoi. La vie, quoi. Quand on a tout et qu'on n'est pas heureuse malgré tout. Quoi. Parce qu'on n'a pas toujours tout en même temps. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais bon, j'ai eu beaucoup par rapport à d'autres. Et j'en suis très consciente. Et ça se ressent. C'est ce qui me sauve aussi, tu vois. Je me plains pas, je suis grisée de rien. Je suis contente. Et puis tu travailles rien. sur toi, tu continues de travailler sur toi. Ouais, je travaille sur moi, ouais. Ça, c'est le truc important aussi. Sinon, c'est chiant, on reste là où on est et puis on mais évolue tu sais, pas. Mais moi, tu sais ce qui me sauve, en fait, c'est les gens. Hein. Moi, je suis heureuse moi, je sors dans la rue, je regarde une femme qui marche ou un vieux monsieur ou un truc. Je souris. Je dis aux gens que je les aime. Je suis très spontanée comme ça. Et hier, Angelin Prège-Locage, il a dit un truc après son spectacle. Il a dit on n'est rien sans les autres. Et voilà. Moi, je suis rien sans les autres et les autres ne sont rien sans moi. Je le crois. De ouf. On est un tout. Ouais. Je suis un bout de toi, Paulette, et tu es un bout de moi. Et il aura fallu ce lundi matin pour se rendre compte de ça. Ouais. Et peut-être je suis un petit bout de Tara aussi. Puis moi, je vais aller à Tchoumé pour dire bonjour à ton père. Voilà, c'est ça. Exactement. J'adore cette émission. Merci beaucoup. Je t'en prie. Cet épisode est magnifique. Encore merci Elsa pour ta confiance et ta générosité. Je te fais de gros bisous. J'espère que vous en prendrez bien soin de cet épisode. J'ai pas envie de faire une outro classique parce que après un épisode aussi fort que celui-ci, je pense que cette outro devrait être plus simple. Ah, Tara fait quand même des siennes. Prenez soin de vous, dites à vos proches que vous les aimez, c'est très important. À la semaine prochaine.